Merci à tous d'être présents et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur le management des processus dans le secteur public. On aura environ une trentaine de minutes pour cette présentation et on se réservera 15 minutes pour le temps des questions-réponses et on essaiera également d'avoir quelques interactions avec vous. Donc, n'hésitez pas également à interagir si vous avez des questions dans le module de chat ou dans la partie effectivement questions-réponses pour qu'on puisse également prendre en note et pourquoi pas effectivement également y répondre en temps réel. Je suis ravie effectivement d'être avec Victor Matteucci et Fabrice Kaufmann qui vont pouvoir se présenter. Et également, je vous laisse entre de bonnes mains pour cette présentation. Merci Noémie, à toi l'honneur Fabrice. Eh bien, écoute, merci Victor. Oui, donc moi je suis Fabrice Kaufmann, je suis le directeur de la cabinet de conseil Carrefour des compétences. Donc j'interviens dans le domaine des organisations et des ressources humaines, donc avec des équipes depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, donc essentiellement conseil, mais aussi sous d'autres formes, formation et accompagnement. Et donc basé à Grenoble et intervenant donc sur toute la France et au-delà. Voilà Victor, à toi. Merci Fabrice et merci de te joindre à nous pour ce webinaire. Pour ma part, je travaille à Pixfort Lyon depuis environ 8 ans, donc notre société éditeur de logiciels dans la qualité, amélioration continue et gestion des risques. Et j'accompagne notamment nos clients sur la gestion des processus, l'amélioration continue en tant que formateur ou en tant que consultant pour du coup suivre les projets de nos clients, notamment de déploiement de ce système de management intégré. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler notamment à Lyon et environ, en France et Europe, mais aussi en Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Amérique latine ou Amérique du Nord. Donc, voilà, si vous avez des projets, je serai ravi de vous accompagner. Alors, on me mentionne qu'effectivement, on nous entend avec un écho. Ah oui, c'est plutôt de notre côté ou plutôt du côté de Fabrice? Je vois qu'il y a un retour de Gretel notamment dans ce sens. C'est chez nous, d'accord, il y a un petit peu d'écho chez nous. Alors, c'est un micro webcam, c'est possible que la salle résonne un tout petit peu. Bon, c'est beaucoup aussi Fabrice qui va commenter aujourd'hui. Donc, je suis désolé pour cette petite aléa du direct. Le micro étant au niveau de la télévision, je vais voir si je peux le changer pendant que Fabrice interviendra sur les prochaines slides. Merci en tout cas de m'avoir reporté le problème. Vous me direz si c'est mieux sur ma prochaine intervention. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être démarrer ce webinaire et puis on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Également, entre-temps, n'hésitez pas à nous mentionner dans le chat de quel secteur d'activité vous venez pour qu'on puisse également adapter la présentation. Donc aujourd'hui, on va aborder finalement cette problématique que l'on a mentionnée selon ces 5 aspects. Voilà, la gestion de la complexité, les enjeux de la fonction publique, la conduite du changement dans ce contexte-là, le management des processus qui en découlent et comment faire du management des processus dans la fonction publique avec les solutions que l'on propose. Donc, on va commencer dès maintenant. Fabrice, je te laisse la main. Oui, on va aborder un sujet qui est introductif finalement, qui est la gestion de la complexité, parce que finalement, le management des processus en amont nous ramène finalement à ce constat. Oui, alors dans la complexité, plusieurs points qui sont pas totalement nouveaux, hein, mais qui donc en tout cas sont entreprises des facteurs de complexité forts. Tout ce qui est lié à la numérisation d'une façon générale, ça complexifie assez fortement, que ce soit effectivement l'usage des outils, les logiciels et le nombre, la volumétrie de données échangées. C'est tout aussi également la question donc des règles et des normes dont on peut constater une inflation importante. Et puis c'est également aussi à la fois dans la société, mais en particulier aussi dans l'entreprise, hein, l'individualisation forte qui s'accroît, qui amène effectivement à prendre en compte de plus en plus de situations et finalement à s'adapter à des attentes diverses.
Voilà, donc ici, effectivement, quelques précisions. Donc, bon, si on prend effectivement notamment le cas du secteur public, bon, on a effectivement une réglementation qui est vraiment importante, hein, on pourrait dire surabondante, donc qui fatalement crée de la complexité, souvent avec davantage, enfin plusieurs couches hein, finalement de réglementation. La question aussi donc, dans le secteur public de cultures qui sont différentes. Si je prends par exemple un hôpital, on va avoir effectivement dans certaines parties, hein, je dirais, l'organisation, une culture gestionnaire, dans d'autres, on va avoir une culture métier, donc en l'occurrence, le soin. On peut faire un petit peu le même constat, je dirais, dans tous les secteurs d'activité. Donc, des fois, des cultures qui ne se comprennent pas forcément bien. Une grande quantité également de procédures. C'est vrai que ce n'est pas effectivement spécifique du secteur public, mais il y en a quand même très souvent beaucoup dans les organismes publics, beaucoup de procédures. Donc souvent, en fait, un formalisme important. La question aussi des missions qui sont de plus en plus nombreuses, avec une forme d'inflation, voilà, qui sont donc liées effectivement à ce contexte qui se complexifie, plus de missions, un manque de ressources, qui veut dire qu'effectivement des missions plus nombreuses et en même temps des ressources qui n'augmentent pas. Donc, quand on fait le rapport entre les deux, finalement, ça va se traduire par un manque relatif de ressources, donc des questions d'optimisation et d'efficience. Et enfin, donc, digitalisation, souvent effectivement un petit peu en retard hein, dans le secteur public par rapport au privé, en tout cas par rapport aux grandes entreprises, hein, peut-être pas forcément par rapport aux PME. Voilà, donc un petit peu l'illustration de la complexité dans le secteur public. Également aussi, ce qu'on peut ajouter sur la question de la complexité, en particulier au niveau de l'organisation, c'est que finalement, y répondre, c'est, je dirais, mettre en place la transversalité. Souvent, le constat qu'on peut faire dans ces structures publiques, ou d'ailleurs, enfin, publiques ou pas finalement, hein, c'est des structures finalement assez silotées, hein, c'est-à-dire avec des fonctions qui ne communiquent pas forcément très bien les unes avec les autres, centrées autour de leurs enjeux. Et donc, gérer la complexité, c'est y répondre par davantage de transversalité. Et donc, pour cela, effectivement, on entend par management transverse à la fois le management par projet, le management par processus. Donc, tout cela, effectivement, pour atteindre le niveau d'efficience et de performance prévu. Voilà. En même temps, cette réponse-là est aussi une façon, quelque part, d'accroître la complexité. Donc, voilà, on est vraiment dans ce bain qu'il faut accepter, voilà, gérer, je dirais, les organisations dans un environnement complexe. Et donc, y voir clair avec vision, stratégie, organisation, avec effectivement par projet et par processus notamment, et également aussi la question des contrôles à mettre en place. Donc là, c'est la question de la supervision. Également, on a un petit écho, ma chère Noémie. Désolée, oui. Est-ce que là, c'est mieux? Je vais croiser les doigts pour essayer de changer. Parfait. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Désolée pour ce son. Donc, on voulait tout simplement avoir votre retour également sur quel est le facteur majeur de complexité que vous rencontrez dans la gestion des processus au sein de votre organisation. N'hésitez pas à aller sur le lien Menti pour pouvoir répondre à cette question et qu'on puisse également interagir avec vous. Et voilà, on vous a également mis dans le chat le lien sur lequel vous pouvez directement retrouver la question. Je vais afficher en live les résultats. Éventuellement, on puisse faire un retour par rapport à ces éléments qui va prendre la forme d'un nuage de mots. On devrait voir vos réponses arriver. Donc déjà, forcément, la gestion du temps qui arrive. Donc pour l'instant, c'est les premières réponses. Compétences des décideurs. Structure organisationnelle, les enjeux politiques
la disponibilité des ressources, le fait que les missions soient trop larges, la réglementation qui s'impose. Le manque de maturité encore, la compréhension qui peut faire défaut, les ressources, l'adhésion des acteurs, les enjeux politiques. La mémoire organisationnelle. Ce sera intéressant d'ailleurs de ranger finalement tous ces mots par catégorie, sous forme d'association d'idées. Dans tous les cas, effectivement, on peut dire que la représentation est systémique. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a une grande variété, effectivement, de facteurs de complexité. Donc, sachant que là, on a demandé aux différents participants le facteur majeur de complexité rencontré. Là, on voit qu'il y a 21 réponses et quasiment autant, en fait, de réponses différentes. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un grand nombre finalement, de facteurs de complexité dans le secteur public dans lequel vous vous inscrivez, j'imagine, en majorité. C'est quand même beaucoup lié à la question de la maturité des ressources, à la question des ressources ou du temps disponible et du coup à la relation entre les décideurs, le management éventuellement et du coup les opérationnels, ce qui implique une implication plus ou moins forte, une adhésion plus ou moins forte des acteurs. Donc voilà, le fait qu'on ait ces différents facteurs de complexité, bien sûr, ne rend pas la tâche plus simple. Fabrice, peut-être que tu as une analyse à apporter. Oui, oui, enfin, quand je balaye effectivement les différents mots, en fait, je vois qu'il y a trois critères, en fait. Il y a un premier critère qui est un critère politique et stratégique. Il y a un deuxième critère qui est un critère organisationnel. Il y a un troisième critère qui est un critère humain. Donc, on est tout à fait, je dirais d'ailleurs, dans les critères de la conduite du changement, ce sur quoi d'ailleurs on va un petit peu revenir. Ouais. Tout à fait. J'actualise une dernière fois là, pour voir si la tendance a changé, mais c'est vrai que c'est notamment celui qui est revenu plusieurs fois, c'est aussi voilà, l'adhésion des acteurs, donc qui est impacté par tous ces autres facteurs de complexité. Merci pour vos réponses qui du coup nous permettent d'enrichir aussi cette présentation. Et on peut enchaîner sur les enjeux de la fonction publique. Ok, eh bien j'y vais. Oui, donc ces enjeux effectivement de la fonction publique, du secteur public. Alors effectivement, en tout cas pour ce qui est de la France, hein, la fonction publique est structurée autour de trois fonctions finalement. La fonction publique dite territoriale, c'est-à-dire les collectivités. Autrement dit, ça veut dire les villes, les départements, les régions. La fonction publique d'État, donc c'est toutes les missions régaliennes et hospitalières. Tout le monde voit ce que c'est. C'est un petit peu différent au Québec. Les principaux enjeux. Alors, là, effectivement, en tout cas, c'est transversal, quel que soit, je dirais, d'origine, France ou Québec, ou autre pays. Donc, assurer les missions auprès des usagers. Oui, donc, effectivement, dans la fonction publique, on a effectivement des usagers. On n'a pas, à proprement parler, donc des clients. Le deuxième point, c'est accompagner l'évolution de ces missions. Donc, avec la réglementation, enfin bref, toute l'évolution de la demande, donc les missions sont en réelle transformation. La conformité également assurée par rapport à un cadre juridique très évolutif, donc c'est tout le poids réglementaire, mais également aussi normatif au-delà. Par exemple, illustration, dans le domaine de la transition écologique, je dirais, c'est un domaine où le cadre réglementaire s'est énormément accru en peu de temps. Assurer une distribution efficiente des ressources dans un contexte où les missions se multiplient sans que les ressources ne progressent. Donc là, en fait, on est bien sur la problématique de l'efficience. En fait, la performance dans le secteur public, c'est l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité rapportée finalement au coût des ressources utilisées. Accompagner la transformation numérique et écologique. Donc la transformation numérique, bon, ça effectivement, ça fait quelques années que l'on en parle. La transition écologique, c'est plus récent. Mais donc, c'est quelque chose qui progresse extrêmement rapidement et donc qui maintenant a réellement saisi l'ensemble, je dirais, des collectivités en particulier, hein, tout ce qui est donc ville, département, région. Et enfin, donc gérer des agents compte tenu d'un grand nombre de régimes indemnitaires.
Ça veut dire effectivement, voilà, selon les fonctions publiques, les secteurs, etc., les entités, il y a des régimes qui sont assez différents et qui se caractérisent par leur complexité. Et également aussi la problématique de la garantie de l'emploi, en tout cas effectivement pour je dirais, les agents qui sont dits fonctionnaires avec une problématique de gestion de problème d'effectifs qui est assez particulière et donc différente de celle que l'on peut retrouver dans le privé. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors, n'hésitez pas si au fur et à mesure de la présentation, vous avez des questions à les poser. Nous, on prendra le temps entre chaque partie, bien sûr, de sélectionner une question, d'y répondre. Et puis, ainsi, si vous souhaitez qu'on aille plus loin, bien sûr, on a un espace d'échange qui est prévu à la fin de la présentation de ce webinaire. Donc, on va désormais aborder la problématique de la conduite du changement, donc, par rapport à ces différents enjeux qu'on vient d'identifier notamment. Donc, je te laisse la main, Fabrice. Oui, et avant de commenter cela, effectivement, je vois effectivement quelques commentaires dans la partie de chat. Oui, effectivement, hein, quel que soit le pays, on va retrouver un petit peu les mêmes enjeux. Donc, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Québec, ça va être vrai aussi pour le Maroc, la Tunisie, enfin voilà. Pour l'ensemble en fait des pays, on va retrouver donc les mêmes enjeux, même si la structuration est différente. Alors, comment faire maintenant? Donc, la conduite du changement. La conduite du changement en fait, va se poser essentiellement sous l'angle, finalement, j'ai un fonctionnement, une organisation existante à l'heure actuelle. Et souvent, donc, ça va correspondre à un certain nombre de processus, une organisation hiérarchique et fonctionnelle. Et finalement, par rapport à ça, en fonction de l'évolution des missions, enfin, etc., tout ce qu'on a dit précédemment, on va définir une nouvelle organisation, dite organisation cible. Et donc, l'écart de l'un à l'autre va donc amener à, je dirais, une transformation, à la mise en place d'un plan dit de conduite du changement. Voilà, donc la transformation des structures publiques, bon, elle est effectivement souvent un petit peu complexe, un peu difficile. Voilà, c'est en lien effectivement justement avec ces complexités qui assez souvent se caractérisent en fait par une multiplicité de facteurs, ce qu'on appelle aussi d'ailleurs le millefeuille. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs effectivement structures, plusieurs régimes, etc., qui se côtoient et qui est un petit peu une particularité effectivement du secteur public, des rigidités sociales, voilà, qui sont en lien alors, avec des facteurs réglementaires, des facteurs statutaires, donc là effectivement on retrouve en fait tout ce poids, et des facteurs culturels. Voilà, bien qu'il ne faille pas généraliser parce que finalement c'est très vaste, hein, le secteur public, hein, donc ça recouvre effectivement beaucoup de cultures différentes. Et enfin des problématiques managériales. Parce que finalement, donc, ceux qui sont principalement en charge de la conduite du changement sont les managers, et donc les managers ne sont pas forcément toujours formés à ce qu'on appelle donc la conduite du changement. Voilà, donc, puis c'est quelque chose effectivement de complexe et par nature difficile, et voilà, qui nécessite d'ailleurs un accompagnement. Donc, ce que l'on fait en fait souvent en matière de conduite du changement, préalablement d'ailleurs à ce qu'on appelle le go, hein, c'est-à-dire finalement se décider à engager le projet de la conduite du changement, c'est ce qu'on appelle en fait une étude d'impact. Donc, l'étude d'impact, ça va être ciblé là où se trouve ce qu'on appelle les freins. Donc, les freins qu'on appelle les freins organisationnels, managériaux, des freins sociaux, des freins cognitifs, psychologiques, des freins, on appelle ça aussi des résistances au changement. Donc, c'est les cibler. Où est-ce que ça se trouve, dans quelles entités, quel métier ça concerne, etc. Et donc derrière, une fois qu'on les a identifiés, ça va être déterminer donc des leviers d'accompagnement au changement. Alors, différentes modalités pour accompagner tout cela, essentiellement trois. La première, ça va être en fait poser, je dirais, un accompagnement, mais sur un niveau global, c'est-à-dire accompagnement stratégique et organisationnel. Donc là, typiquement, on va accompagner, par exemple, une équipe projet et donc être en ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, par exemple, définir de nouvelles stratégies, mettre en place des organisations efficientes, on est sur ce niveau-là. Ensuite, il va s'agir en fait d'accompagner des équipes, donc différentes équipes qui composent effectivement la structure. Voilà, donc les accompagner, donc structurer leur travail, assurer leur cohésion interne.
Voilà. Et enfin, donc l'accompagnement individualisé, c'est-à-dire effectivement, donc là, agir en fait au niveau des personnes, souvent d'ailleurs en fait au niveau des managers clés notamment, et donc là, les accompagner dans la révolution professionnelle, le développement de leurs compétences. Voilà. On a effectivement donc ces 3 niveaux de la conduite du changement qui ne sont pas à faire séparément, mais qui sont bien engagés en même temps avec donc des équipes effectivement de managers et des équipes de consultants pour donc mettre en œuvre cette conduite du changement. Et donc pour cela, effectivement, on s'appuiera d'ailleurs sur un management par les processus, enfin, des processus et par les processus, voilà, qui sera effectivement souvent d'ailleurs, je dirais, un des axes de l'accompagnement organisationnel, hein, c'est-à-dire le point, mettre en place ce type d'organisation transverse. On va poursuivre justement avec cette transition sur le management des processus. Globalement, je vais te redonner la main, Fabrice, sur cette slide. Oui, alors, donc là, on a une petite illustration avec un organigramme bon, qui en soi traduit le concept d'organisation hiérarchique et fonctionnelle, c'est-à-dire l'organisation dite traditionnelle, qui par nature, effectivement, n'est pas l'organisation dite transverse, c'est-à-dire par processus notamment. Alors, ces 2 organisations sont complémentaires, hein, ce n'est pas l'une ou l'autre, hein, bien évidemment, c'est l'une et l'autre. Celle-ci, on va dire, est généralement antérieure. Les organisations par processus, effectivement, ne sont pas toujours nécessairement en place, même si d'ailleurs il existe en fait des procédures hein, qui par nature sont la façon d'écrire des processus, voilà. Mais pour autant, ce n'est pas nécessairement que on est en fait dans cette transversalité. Alors, 3 types de problématiques. Les problématiques d'organisation qui vont se poser, donc définition des missions, redéfinition des missions plutôt. Quelles sont les missions qu'on doit assumer? Quelles sont éventuellement les missions qu'on ne doit plus assumer? Le qui est responsable de quoi? Question qui peut sembler relativement simple, qui pourtant souvent dans la pratique ne l'est pas. Et enfin, quel périmètre d'intervention? Donc là, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, c'est les problématiques de communication, c'est-à-dire en fait de la circulation d'informations. Et oui, donc c'est souvent un point qui est parfois un petit peu complexe, notamment en fait quand on est dans des interfaces, je dirais, entre fonctions. Voilà, c'est souvent dans les interfaces qu'on a des problématiques de communication. Donc le qui communique quoi et comment réguler, parce qu'effectivement, généralement, il y a souvent des problématiques qui vont se poser. Et enfin, donc, justement, ces problématiques relationnelles qu'on va retrouver dans tout type de structure, donc dans des structures publiques aussi, c'est-à-dire en fait des jeux de pouvoir, donc des jeux de pouvoir, j'ai envie de dire conscients, hein, donc par exemple entre 2 fonctions, 2 directions différentes qui n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux ni les mêmes objectifs, dans des services aussi, par exemple, entre des collaborateurs qui ont des relations fréquentes, des jeux psychologiques. Donc, on est plutôt sur des choses, on va dire, à un niveau un petit peu inconscient, mais qui vont se traduire aussi par des tensions. Et puis enfin, donc, au final, souvent, des tensions, parfois des conflits qu'il va falloir traiter, sinon accompagner. Voilà, donc commencer effectivement par un état des lieux sur ces types de problématiques. Voilà, l'état des lieux amenant aussi effectivement à se mettre un petit peu en position méta et donc sur des enjeux effectivement qu'on peut voir un petit peu à 3 niveaux graduellement, d'optimisation organisationnelle. Donc là, c'est quand il s'agit effectivement d'améliorer certains processus, de réorganisation, donc là, quand on est quelque chose, je dirais, de plus profond, et restructuration, donc là, effectivement, qui renvoie à une reconfiguration et un petit peu effectivement à ce qu'on appelle le BPR, donc le Business Process Reengineering. Finalement, je vais en profiter pour boucler avec une des questions qui a été posée avec l'ordre logique. Quel est l'ordre logique finalement? Est-ce qu'il faut faire une réorganisation puis une approche processus ou bien l'inverse? Finalement, l'approche processus, il ne faut pas forcément attendre d'avoir un contexte de réorganisation pour la mettre en place, puisque cette approche processus-là, elle doit être alignée avec la stratégie de l'organisation. Et cette stratégie, on va la définir justement en fonction des différentes, de la mission, des visions et des valeurs qu'on va positionner en fait au sein de l'organisation.
pour avoir des objectifs à long terme qui vont être cohérents avec ces éléments-là et nous permettre de réaliser la mission de l'organisation. Donc, qui, dans cette vision processus classique, mais qui est toujours d'actualité, va du besoin du client vers sa satisfaction. Et donc, voilà, toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, ont des façons, on va dire, d'atteindre ces objectifs-là qui leur sont propres en fonction justement de la mission qui leur a donné, la vision et les valeurs qui sont les leurs. Pour mettre en œuvre cette stratégie, et donc finalement c'est l'atteinte de ces objectifs à long terme, eh bien on va s'appuyer notamment sur le socle processus, moyens et organisation. Donc l'organisation, justement, voilà, si on parle de réorganisation, si on part d'une structure de processus qui est déjà bien définie quelque part, on va avoir une bonne adaptation qui sera possible vers une nouvelle organisation, puisque la documentation des processus, c'est aussi la documentation des interfaces qui existent entre ces processus, des liens qui existent entre ces processus. Donc, en admettant, par exemple, que vous vous réorganisez parce que vous absorbez une nouvelle activité ou au contraire parce que vous cédez une activité, par exemple, eh bien, ça va être beaucoup plus simple finalement de rajouter ou d'enlever cette activité si vos interfaces sont bien définies. Si ce n'est pas le cas, eh bien, en fait, vous allez faire un petit peu en quelque sorte à l'aveugle et vous n'allez pas vraiment savoir quelle va être la conséquence de l'ajout ou de retrait de cette activité au sein de votre organisation. Donc, il y a voilà, je dirais que l'approche processus doit être mise en place en fin de compte dès que possible et elle vous facilitera le travail en cas justement de bouleversement organisationnel. Et donc, ça fait partie de ces socles-là qui doivent amener votre stratégie finalement vers l'accomplissement de ces indicateurs clés. Donc, bien sûr, pour mettre en place cette démarche processus, il faut bien sûr s'appuyer sur des moyens. Ces moyens, donc, ça va être un système de management intégré, ça va être l'ensemble finalement des outils utilisés au sein de l'organisation qui doivent être connus et maîtrisés pour donner accès finalement de manière fluide à la documentation partagée, à finalement vos systèmes de communication et vos canaux principaux. Voilà, tout ça, ça doit être quelque chose qui doit être orchestré au sein de l'organisation et rendu concret aussi par cette vision processus qui va accompagner tout changement et finalement être une approche très structurante. Pour, bien sûr, définir cette démarche, ce management des processus, il faut définir les responsabilités associées. Et ces responsabilités associées, bien sûr, ce n'est pas forcément intuitif ou inné pour tout le monde. Alors, ça va l'être si vous avez, par exemple, une casquette de responsable qualité. Pour vous, ça va être quelque chose qui va être assez spontané. Vous allez être animateur de la démarche, mais vous ne pouvez pas être seul dans ce projet-là. Il faut que vous soyez soutenu finalement par la gouvernance de votre organisation. Et cette gouvernance, elle doit se retranscrire aussi au sein de votre projet. Il doit y avoir un engagement de la direction pour désigner notamment les pilotes d'activité, les différents pilotes de processus finalement, qui vont avoir un niveau hiérarchique suffisant, qui vont être motivés pour participer, être sponsors de votre démarche et pour impliquer leurs propres opérationnels dans cette démarche de documentation et d'amélioration de vos processus. Donc finalement, en tant qu'animateur de la démarche, vous avez bien sûr le rôle d'identifier également quels seraient les pilotes les plus pertinents, par exemple, pour démarrer votre projet dans la meilleure dynamique possible et puis motiver les autres à suivre le mouvement par la suite. Mais bien sûr, voilà, c'est quelque chose qui a pour vocation, même si vous démarrez petit avec un projet pilote, par exemple, au sein une ou deux activités de l'organisation, à être généralisé au fur et à mesure au sein de l'ensemble de l'organisation. Évidemment, si vous vous appuyez sur un système de management, ce qui bien sûr on va préconiser, il est de bon ton d'avoir des référents du système de management de façon à ce que techniquement vous puissiez mettre en place cette documentation des processus, cette continue des processus au fur et à mesure quand vous serez passé en mode amélioration continue finalement. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces ressources-là qui vont pas être forcément des ressources décideurs, mais qui vont être des ressources qui vont être formées, qui vont maîtriser le système de management et qui vont être capables d'appuyer les pilotes
qui, eux, vont plutôt avoir des rôles de chef d'orchestre au sein de leurs équipes. L'animateur de la démarche, lui, donc souvent le responsable qualité va avoir une démarche d'animateur, mais à l'échelle au-dessus, finalement, en faisant notamment des rapports et du reporting régulier au comité de direction, notamment la fameuse revue de direction de fin d'année. Et donc, la gouvernance de l'organisation qui se doit d'être impliquée et d'être sponsor de la démarche. L'idée, donc, bien sûr, c'est que quand on a cette organisation, de lancer la cartographie des processus. Et quand on cartographie les processus, il ne faut surtout pas partir sur ce qu'on voudrait faire. On a tout de suite envie de le faire, on veut dire, bon, ben voilà, ça devrait marcher de cette façon-là, etc. Sauf que dans la réalité, ce qu'on vient de faire afin de pouvoir tendre vers ce mieux, ce to be qu'on imagine dans l'avenir, c'est déjà de décrire ce que l'on a aujourd'hui, l'existant finalement, ce qu'on va appeler le as-is dans le vocabulaire couramment utilisé dans cette démarche de management des processus. Donc, une fois qu'on a finalement identifié les processus existants de l'organisation, on va donc détailler les différentes interfaces, les différents objectifs et indicateurs associés à chacun de ces processus qui vont constituer finalement la colonne vertébrale de notre organisation. Et on va définir ceux qui sont prioritaires à documenter dans le détail. Donc, finalement, c'est souvent les processus de réalisation. On connaît les trois grandes familles, management, réalisation et support, les trois grandes familles de processus. C'est souvent les processus de réalisation qui vont être identifiés comme prioritaires, puisque c'est eux qui permettent finalement de partir des besoins de notre client, hein, qu'il soit finalement que ça soit par exemple les ayants droit, quel que soit voilà, finalement qui est notre client. Je ne l'entends pas bien sûr ici sous un terme commercial, hein, c'est bien sûr les clients qui expriment des besoins à notre organisation. Alors, ça peut être les étudiants si on est dans un organisme universitaire, ça peut être le pays hein, si on parle dans la partie militaire, ça peut être les différents organismes et les différents ayants droit, quel que soit le type d'organisation. C'est important de maîtriser les interfaces avec ce client pour aller finalement de son besoin vers sa satisfaction. Donc, les processus prioritaires vont souvent être les processus de réalisation. Et donc, on va, une fois qu'on aura identifié quels sont les premiers à documenter, gérer des itérations de modélisation des niveaux détaillés. Donc, c'est-à-dire des procédures, des instructions peut-être de travail qui s'y rattachent également, pour qu'on ait le qui fait quoi finalement pour aboutir à la satisfaction des clients, à définir bien finalement les responsabilités de chacun dans l'organisation pour arriver à cet objectif. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important que de prioriser ces actions de modélisation, puisque sinon, on va s'éparpiller parce que les procédures, quelle que soit l'organisation, vous allez en avoir des dizaines, des centaines. Donc, voilà, il faut bien prendre finalement le bon bout pour être le plus pertinent possible et faire en sorte que ça soit vraiment, cette cartographie des processus soit une référence qui soit consultée par vos agents de manière à ce que le service à accomplir soit réalisé de la manière la plus précise, la plus définie et avec la bonne documentation en accord avec les bonnes réglementations. Donc, ces itérations finalement de modélisation du niveau détaillé sont importantes. Et une fois qu'on aura, on va dire, une première couche, on va dire avec un peu de matière, on va la diffuser. On va diffuser finalement cette cartographie aux collaborateurs de façon à ce qu'ils se l'approprient et qu'on puisse vraiment appliquer sur le terrain ce qu'on devrait faire et qu'on a documenté. Donc, ce point de cartographie des processus, bien sûr, il est très important et il donne lieu à une boucle d'amélioration continue puisque vos collaborateurs vont avoir accès à cette cartographie, ils vont pouvoir vous faire des retours et vous dire, bon, ben, voilà, là, il y a des éléments d'amélioration ou bien ça, cette documentation n'est pas à jour, il faut l'actualiser. Donc, l'idée, c'est vraiment finalement de rentrer dans un mode d'évolution, d'amélioration continue et d'interaction avec les différents collaborateurs pour les impliquer finalement dans cette démarche. Ça ne doit pas être la problématique uniquement du responsable qualité. Ça doit être la problématique de tout le monde à terme. Oui, alors, un petit mot sur l'évaluation des processus. Je vais aller assez rapidement là-dessus, parce que je vois le temps qui court. Et j'en profite aussi pour saluer, parce que je vois les commentaires et je vois que nous rayonnons loin. Donc, je salue nos amis belges et je salue aussi nos amis africains. Oui, alors, sur l'évaluation des processus. Donc,
L'analyse des processus, bon, globalement, pour être un petit peu transversal justement sur cette question-là, bon, donc il y a la notion effectivement de client interne, client externe, la notion effectivement d'exigence de l'aval, des objectifs à définir, des indicateurs de pilotage en particulier qui découlent des objectifs, analyser effectivement les ressources nécessaires, voir s'il en manque, compenser les écarts, donc notamment utiliser la méthode dite 5M. Les exigences du processus vis-à-vis effectivement de l'amont, parce que si ça ne va pas dans le processus, ça peut être aussi lié à l'amont. Et donc, identifier au final les non-conformités dans le processus et à l'extérieur du processus, au regard notamment des exigences du client, donc, qui ne sont au final pas toujours satisfaites. La maturité des processus effectivement évaluée, donc globalement, on peut identifier 4 niveaux, c'est-à-dire le niveau 1, c'est-à-dire vraiment le plus bas, où là, on va être sur des processus non formalisés. Bon, ce qui ne veut pas forcément dire pour autant que ça dysfonctionne, hein, bien sûr. Le niveau 2, processus formalisé mais sans recherche d'amélioration. Bon, généralement, ça évolue peu. Niveau 3, processus formalisé avec des améliorations mais ponctuellement. Et le niveau 4, donc avec je dirais, le principe de la version continue, le PDCA, des processus formalisés avec amélioration continue. Donc là, c'est des niveaux de maturité en termes de management des processus. Et troisième point, donc identifier les processus prioritaires, donc ceux qui sont effectivement stratégiques au regard des objectifs, je dirais, de la structure, les processus qui sont dits dysfonctionnels, c'est-à-dire qui provoquent pas mal de problèmes, de perturbations diverses et variées, et des processus qui, sans forcément être dysfonctionnels, sont à forte variabilité, c'est-à-dire en fait que ça produit des choses différentes selon les moments, en passant par des chemins différents, ce qui en soi va être souvent une source de problèmes. Et enfin, donc, mettre en place le plan d'action d'amélioration en direction des processus. Voilà, alors reconfigurer les processus, donc c'est-à-dire mettre en place un plan de transformation, un plan de conduite du changement. Donc, ceci à l'issue de la démarche d'évaluation des processus, donc cartographie, évaluation, puis donc là, définition de l'organisation cible, après avoir posé donc l'existant. Donc, organisation en termes donc, de processus, bien sûr, mais également aussi d'évolution à apporter sur toute la partie structure, organisation hiérarchico-fonctionnelle, et puis également aussi tous les changements à apporter au niveau de l'humain, culture, compétences et motivation. Et c'est au final, souvent d'ailleurs, sur ce volet-là, qu'on va avoir, je dirais, les difficultés les plus grandes, ou en tout cas, très clairement, c'est là où se situe la partie réellement complexe. Les processus, les structures, on est souvent dans le domaine du compliqué, pas forcément tant que c'est dans le domaine du complexe. L'humain, à coup sûr, là, c'est la complexité. Oui, donc alors effectivement, donc, pour aller plus loin, donc étape suivante, l'étude d'impact que j'avais effectivement déjà évoquée comme une première étape, évaluer donc les bénéfices de la démarche, donc go, no go, ou éventuellement donc mettre le projet en attente, engager la transformation en impliquant donc les équipes, hein, donc le principe participatif, également aussi communiquer, impliquer largement dans la conduite du changement, mettre ensuite en place ce plan, dit conduite du changement avec son volet communication, et enfin pérenniser la démarche dans une logique d'amélioration continue. Voilà, on va aborder cette dernière partie, on est un petit peu en retard, donc pour la partie questions-réponses, on débordera bien sûr un petit peu pour ceux qui pourront rester. Donc, comment faire du management de processus? Nous, forcément, en tant qu'éditeur logiciel, on a une solution effectivement à vous proposer. Donc, un système de management intégré qui s'appelle PIX4 avec différents modules. Là, on va faire un peu le focus sur la partie concernant la partie processus, la partie gestion des processus. On utilise une méthodologie de modélisation qui s'appelle la méthodologie Caligramme, qui se base sur 3 niveaux. Donc, le niveau 1, processus. On va retrouver la colonne vertébrale de l'organisation, finalement la cartographie des processus, les différents processus clés de l'organisation, les macro-processus et sous-processus, que l'on va pouvoir bien sûr lier en cartographie dynamique. Et on va notamment pouvoir descendre au niveau 2. Donc, niveau 2, on va retrouver les procédures avec les différentes colonnes, logigramme bien connu, hein, que vous utilisez déjà probablement au quotidien, pour répartir les rôles, les tâches sur un enchaînement de tâches à réaliser qui vont constituer finalement le qui fait quoi, la procédure. Et on va pouvoir descendre en zoomant sur chacune de ces tâches
sur le niveau 3 instruction de travail. On va retrouver notamment les points de vigilance à maîtriser et des actions correctives si jamais ces points de vigilance donnent des résultats négatifs. Donc ça, bien sûr, on ne descend pas systématiquement. Donc ça, c'est général, hein, ce n'est pas propre à notre outil. En général, ce qu'on constate, c'est qu'on a une grosse partie des logigrammes qui sont modélisés, qui sont de niveau 2, jusqu'à 80%. La colonne vertébrale, elle va être autour de 5 à 10% de l'organisation au niveau 1. Et on descend, alors selon si vous êtes finalement dans les organisations, par exemple, plus ou moins de services, plus ou moins de production, vous allez descendre plus ou moins sur du niveau 3 en fonction du niveau de détail dont vous avez besoin. Mais c'est plutôt le niveau 2 qui va constituer finalement l'essentiel des éléments modélisés graphiquement. Donc finalement, le niveau 1, ça va avoir pour objectif beaucoup de structurer, de cartographier les processus. Cartographier les processus et surtout à maîtriser vos changements finalement de votre organisation. Par exemple, si la réglementation évolue et que vous devez, toute votre organisation, la structure de votre organisation doit s'adapter, eh bien c'est beaucoup au niveau 1 que vous pourrez voir les grands changements que cela implique et les grands bouleversements qu'il va falloir prévoir avec les données d'entrée principales et les données de sortie principales qui vont bien sûr changer. Au niveau 2, ça va plutôt être bien sûr pour responsabiliser les acteurs et figer quelque part les pratiques qui doivent être les standards de votre organisation auprès, par exemple, finalement des contribuables qui sont vos clients ou bien directement en interne auprès de vos clients internes. Et bien sûr, le niveau 3 vont avoir plutôt comme objectif de guider finalement de manière très précise les agents qui auraient besoin d'accompagnement en interne, en leur donnant tous les outils nécessaires pour réaliser chaque tâche, chose que vous pouvez déjà faire au niveau 2. Donc globalement, nous, ce qu'on propose dans cette suite logicielle, c'est une suite très contributive, très intuitive, qui se veut ne pas être finalement un outil uniquement d'experts, et un outil finalement vulgarisateur qui sera à la portée de tous, avec finalement une ergonomie simple, où vous pouvez inviter les personnes à chatter directement pour qu'ils vous aident à concevoir les processus, les procédures que vous allez modéliser pour des ateliers en différé s'ils ne sont pas forcément disponibles pour des réunions. Vous allez pouvoir paramétrer vos circuits de validation et recueillir de cette façon, de manière électronique, votre validation sans avoir à aller imprimer, à aller poser sur le bureau et à prendre des délais de plusieurs semaines pour chaque validation. Des confirmations de lecture une fois que vous avez diffusé vos processus, vos procédures, pour bien vous assurer bien que vos collaborateurs connaissent finalement les processus en vigueur et éviter les non-conformités, bien sûr. Pouvoir programmer vos revues de processus et suivre quels sont les processus qui sont suivis et ceux qui ne le sont pas. Et bien sûr, faciliter les remontées terrain de vos collaborateurs via notre module Improve. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse indiquer s'il y a finalement des non-conformités, des pistes d'amélioration à suivre. En plus donc, de cette partie processus et de cette partie Improver là, que je vous ai mentionné, on va pouvoir notamment gérer les plans d'action, gérer donc toutes les non-conformités et bien sûr les audits. Vous allez avoir un module risque également qui est le dernier né de notre suite, qui est sorti du coup l'année dernière, qui vient compléter finalement système de management intégré, qui vient compléter cette vision-là pour avoir une cartographie non seulement des processus, mais aussi des risques associés pour pouvoir prendre les actions qui s'imposent à cette cartographie. Donc voilà, pour ceux qui en veulent plus avant de partir sur la partie question, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous propose de nous retrouver prochainement pour une démonstration de l'outil Pixfor Process. Donc jeudi, du coup, la date est fausse. Je ne pense pas que ce soit le jeudi 19 mai. C'est la semaine prochaine, je crois. On vous renverra les informations. On va vous renvoyer les informations dans le chat. Je pense que la slide n'a juste pas été actualisée, mais voilà, dans le chat, on va vous écrire la date et le lien d'inscription. Pour les personnes qui doivent nous quitter, désolé effectivement pour le retard, merci encore pour avoir participé. Et bien entendu, les questions, phase de questions-réponses, seront également disponibles dans le replay. Donc n'hésitez pas également à nous écrire. Si vous avez vous-même des questions, on pourra effectivement répondre à vos questions dans un second temps. Tout simplement, peut-être Fabrice, si jamais tu as pu voir la question première, comment peut-on motiver un fonctionnaire du secteur public? Si tu as des éléments de réponse, notamment au niveau de tes différentes expériences.
Et comment peut-on le motiver? Moi, je pense que là, on va être davantage sur le niveau d'accompagnement collectif et d'accompagnement individualisé, c'est-à-dire, déjà, on va dire, alors le motiver, effectivement, bon, ça peut aussi se poser à différents niveaux, hein. Donc, il y a la réponse managériale que l'on peut apporter, donc avec des outils comme l'entretien annuel d'évaluation, mais bon, fondamentalement, c'est faire peut-être faire en sorte qu'ils soient en adéquation avec ses missions, que son, je dirais, sa charge de travail soit adéquate, que ses conditions de travail le soient également, et que de prévenir, je dirais, les facteurs de vie professionnelle. Et puis après, on a aussi, en lien avec le projet, sa conduite, des réponses qui sont plus au niveau, je dirais, du consultant, mais aussi du management, c'est-à-dire dans un projet, tout ce qu'on appelle le team building, hein, finalement, donc renforcer la cohésion d'équipe. C'est une forme effectivement de réponse à apporter, puis donc la dimension aussi accompagnement individualisé, coaching, hein, c'est-à-dire aussi tout ce qui va contribuer à, je dirais, l'aider, notamment dans l'ajustement de ses compétences hein, face à ces différents enjeux. Pour compléter peut-être, c'est vrai qu'on a pu, avec Pixfor, accompagner plusieurs organismes publics de différentes natures. Et ce qui est important également, c'est finalement de rendre cette mission, finalement, de participer à la documentation des processus, au système de management et à la démarche processus en règle générale. Il faut le valoriser. Il faut dire, voilà, c'est quelque chose, il faut vraiment que le collaborateur voit l'impact positif que ça va avoir sur l'organisation, mais aussi pour lui-même, et aussi comprendre en quoi s'impliquer là-dedans. Ça peut être quelque chose de valorisant pour lui, parce que voilà, il va s'impliquer dans l'organisation d'une façon différente. Ça peut être aussi un projet qui va casser la routine du quotidien. On a notamment pu travailler avec le CNRS en ce sens, où il y avait des agents qui étaient très contents finalement de participer à ce projet-là de business process management, enfin de management des processus, parce que ça leur changeait tout simplement de leur mission habituelle. Ils intégraient finalement des comités projets sur quelque chose de très transverse qui leur permettait aussi de découvrir les activités des autres et de participer à l'amélioration de l'organisation. Et donc, ils ont vraiment l'impression de participer finalement à l'amélioration de leur quotidien aussi par rapport à ça, tout en ayant finalement un contexte de travail un petit peu différent. Donc, on peut aussi valoriser ces projets-là auprès des collaborateurs. Oui, en effet, je pense qu'il faut tout simplement en fait intégrer les agents dans le groupe de travail qui vont être à l'origine de la définition et de l'évolution des processus. Voilà, c'est les rendre acteurs. Merci pour cette réponse. Nous avions une question, mais je pense que c'était plutôt un constat sur l'enjeu du statut qui doit être partagé avec tous. J'avoue que si Jawad, vous souhaitez apporter un peu plus d'éléments là-dessus, n'hésitez pas. On a également une question d'Alexandre sur diffuser ou former. Alors, j'avoue que je n'ai pas forcément non plus trop l'élément de contexte, mais je pense que c'était vis-à-vis de… Oui, je pense que c'était tout à l'heure sur les slides à propos de la cartographie des processus. À la fin, on a une phase de diffusion, enfin pas à la fin puisque c'est du continu. Hein. L'idée, bien sûr, c'est de diffuser les différents processus de façon à avoir un maintien et un partage des connaissances. Ce partage des connaissances, oui, c'est sûr que c'est de la formation quelque part. Parce que dès que vous avez l'onboarding d'un nouveau collaborateur qui arrive, il est de bon ton, bien sûr, si vous avez un système de management de la qualité et des processus documentés, de l'introduire à effectivement ces éléments, ces processus, pour qu'ils puissent en prendre connaissance, savoir où les consulter, si jamais ils évoluent, etc. Et donc être au fait des dernières évolutions de son métier au sein de l'organisation. Donc, bien sûr, il faut les sensibiliser à cette approche processus pour leur dire en quoi ça va les aider dans leur quotidien. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Ce qui est important, c'est que le collaborateur, l'agent, il comprenne en quoi c'est bénéfique pour lui. Et le discours n'est pas le même si vous allez vous adresser à la direction de l'organisation, si vous allez vous adresser au RH, par exemple, ou en tout cas aux fonctions plus organisationnelles, ou si vous vous adressez directement aux opérationnels qui vont rendre le service aux contribuables, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment leur montrer dans leur prisme comment c'est intéressant pour eux, en quoi c'est intéressant pour eux, et bien sûr, les former à cet état d'esprit-là. Après, bien sûr, les former aussi à accéder au référentiel de processus pour qu'ils puissent
aller le consulter quand bon leur semble. Mais ça, il y a des façons très simples de le faire. Vous intégrez tout simplement ça dans votre intranet, via un lien, etc., dans l'environnement habituel de votre collaborateur, par exemple. Pour compléter ce que tu dis rapidement, Victor, sur les leviers en fait, de conduite du changement, on peut en trouver en fait 5 ou 6. Donc, le premier, en 1, c'est la communication. 2, ça va être la formation. 3, ça va être l'implication du management et des collaborateurs. 4, ça va être la consolidation de la conduite de projet. 5, on va avoir, je dirais, tout ce qui va être amélioration et développement organisationnel, notamment mise en place de management par processus. Et puis, on va avoir ensuite, au-delà, tout ce qui va être redéfinir les objectifs du projet en lui-même dans la conduite du changement. Et le dernier point, c'est en fait la négociation avec les parties prenantes dans cette logique de compromis. Également, dans la même dynamique, nous avions une question sur l'approche processus et la formalisation est parfois une limite de créativité au sein des organisations. Alors moi, je dirais que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que si on a justement au moins un ASIC qui est bien documenté, donc l'état de l'art des processus aujourd'hui, ça nous permet au contraire d'être créatifs pour améliorer. Parce que si vous partez sur aucun socle, c'est un peu comme, voilà, si je refais la boucle avec la créativité, c'est comme si vous essayez de dessiner mais que vous n'avez jamais appris à dessiner. Quelque part, il vous manque les bases pour pouvoir vraiment être créatif et pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc, je pense que c'est plutôt justement le fait de documenter ces processus, une façon de se rendre compte de là où on en est et de pouvoir se projeter vers un avenir meilleur et justement de pouvoir imaginer des solutions pour améliorer les choses. Voilà, donc moi, c'est ma façon en tout cas de voir la chose. Je ne sais pas si Fabrice, c'est quelque chose que tu perçois également. Moi, je pense que oui, la démarche va commencer par cartographier l'ensemble des processus. Après, sur ce qui est de la représentation, vous n'allez pas forcément tous les représenter. Vous pouvez effectivement vous attacher une partie de l'organisation ou à certains processus qui sont dysfonctionnels. Donc, il y a une démarche aussi de focalisation. En tout cas, à la fois le caractère participatif et le caractère graphique sont un petit peu incontournables dans la démarche. Oui, tout à fait. Je vois aussi toujours dans cette lignée, alors on essaye de répondre le plus possible aux questions générales qui peuvent concerner cette dynamique de management des processus. Comment mesurer l'efficience des processus au niveau des agents, avec notamment quels indicateurs? Fabrice, est-ce que toi, il y a finalement une typologie d'indicateurs que tu as l'habitude de construire, de définir? Est-ce que tu as une astuce pour bien mesurer l'efficience des processus? Je dirais que j'ai en fait une méthodologie. La méthodologie, en fait, ça consiste à partir du processus, c'est-à-dire à définir ses objectifs. Et en fait, ayant posé sa finalité, ses objectifs opérationnels, partant de ces objectifs-là, donc les associer à des indicateurs. Donc, finalement, en fait, on a derrière le management par processus une démarche en fait d'élaboration d'indicateurs par processus. Donc voilà, c'est l'indicateur qui derrière, enfin élaboré ainsi, qui va ramener sur le fait que le processus est efficace, sur le fait que le processus est efficient. Oui, tout à fait. Alors, l'idée d'un bon indicateur, normalement, c'est un indicateur qui est mesurable. Et donc, idéalement, il faut trouver des métriques qui puissent être évaluées et comparées dans le temps également pour voir si on s'améliore ou au contraire si on a perdu en efficacité. Donc, après, c'est très, très spécifique. Donc là, bien sûr, c'est difficile, vu qu'on est dans un cadre général, de dire voilà, quels sont tous les indicateurs qu'on peut imaginer. Mais voilà, l'idée, c'est que ça soit quelque chose de mesurable qu'on puisse du coup comparer à un état précédent et à un état futur. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question, Philippe. Également, alors, est-ce que vous pouvez partager une bonne stratégie de partage des processus avec les acteurs? Alors, Fabrice, je te laisse la main ou tu veux que je commence à répondre à cette question? Je peux commencer, oui, effectivement. Je pense que dans l'idée, en fait, il faut définir une méthodologie et la communiquer, je dirais, la partager avec l'ensemble je dirais, des participants. Alors, la méthodologie, c'est la méthodologie, je dirais, de pilotage du projet, c'est la méthodologie de conduite du changement, et puis ça va être, in fine, donc la méthodologie pour cartographier, évaluer, etc., et donc développer les processus. Voilà, dans tous les cas, ça ne peut être que participatif si on veut derrière embarquer tout le monde. Ouais, pour aller plus dans le détail, peut-être sur la partie justement partage des processus avec les acteurs.
Donc, la bonne stratégie, effectivement, c'est déjà peut-être de tester, enfin la bonne, il n'y a pas que une bonne, hein, bien sûr, mais une bonne stratégie peut être aussi de tester au sein d'un auditoire cible au départ avant d'étendre à toute l'organisation. Donc, souvent, en fait, on a des services qui vont être promoteurs. Du coup, on va avec, par exemple, des pilotes qui vont être facilement qui vont être motivés, qui vont facilement pouvoir embarquer leurs collaborateurs dans le test. Donc, l'idée, c'est de tester au sein de ces services-là, donc modéliser les processus avec ces services, tester la diffusion aux collaborateurs de ces services et faire un retour d'expérience, donc par exemple via un questionnaire, un formulaire, pour voir leur adhésion à la démarche, voir ce qui, selon eux, pourrait être amélioré, etc. Recueillir un petit peu ces remontées-là. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait ce premier test avec une échelle réduite, faire une diffusion à l'échelle de l'organisation. Et là, si on le fait, donc il y a plein de façons de communiquer qui vont dépendre du public ciblé, etc. Mais ce qu'on peut recommander, c'est par exemple d'organiser un webinaire interne ou une conférence interne si tout le monde peut être là en présentiel, où on va introduire le sujet, où on va montrer les outils utilisés, mais il faut que ça soit concis mais efficace. Peut-être créer une petite documentation qui va avec, très, très concise aussi, qu'on peut diffuser aux collaborateurs suite à cette conférence d'introduction. Faire une communication également, par exemple une communication mail associée. On peut également faire de l'affichage selon la taille de votre organisation. Vous avez aussi peut-être des dispositifs d'affichage à l'entrée où vous pouvez montrer qu'il y a un projet en cours, qu'il y a des nouveaux outils qui sont à disposition, qu'il y a cette possibilité de s'impliquer dans la démarche. Voilà, il y a tout ça qui est possible. Et donc, voilà, enfin, autant d'idées, en tout cas, que vous pouvez utiliser pour bien lancer votre démarche de management des processus. Merci à tous pour ces questions. Je pense qu'effectivement, il va être bientôt l'heure de terminer et de conclure ce webinaire. Merci à tous pour ces interactions. N'hésitez pas à nous écrire si vous en avez d'autres qui vous viennent également après. Et n'hésitez pas surtout à vous inscrire au webinaire de démonstration multi-process qui aura lieu le 3 novembre prochain. Ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Voilà. Vous pouvez retrouver le lien directement dans le chat pour ce webinaire, enfin cette démo de Pix4 Process, donc le 3 novembre, 14h15, heure Europe. Donc, on espère vous y retrouver et vous retrouver lors de nos prochains webinaires. On essaye d'en faire régulièrement, au moins par mois. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn. Vous allez retrouver tout ça. Et vous pouvez également suivre Fabrice, qui est également présent sur LinkedIn, dont vous retrouvez l'adresse email ici à l'écran. Donc, voilà, n'hésitez pas à le contacter ou à nous contacter et à nous suivre sur les différents réseaux si vous voulez qu'on soit en interaction par la suite et continuer d'échanger avec nous. En tout cas, pour nous, ça sera avec grand plaisir. Merci Noémie également pour ton animation. Merci Denis qui est également au back-office avec nous. Et merci beaucoup Fabrice. Eh bien aussi, un grand merci à vous, mon cher Victor, ma chère Noémie. Et puis, merci aussi à tous ces gens qui nous adressent des petits messages sympathiques et qui nous ont suivis. Voilà, en tout cas avec plaisir. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Au revoir.